Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Yann pour cette introduction trépidante. Je vous remercie d'être venu à cette nouvelle session Convergence dédiée, comme l'an dernier, au monde connecté. Avant de vous dire quelques mots sur l'après-midi, je voulais vous dire que le réseau XI Group se porte très bien, que les synergies entre XI Plus et XI France ont été largement au rendez-vous et que nous avons dépassé en 2018 le stade de 50 millions de chiffre d'affaires consolidés avec 550 collaborateurs sur le territoire français. Alors pourquoi une seconde édition sur le monde connecté ? Tout d'abord parce que le sujet est immense. Si nous sommes attaqués en 2018 aux sujets plus théoriques que sont l'intelligence artificielle, le big data, le BIM et la RGPD, nous avions aussi choisi de développer les thèmes de la cybercriminalité et de leur couverture d'assurance naissante. Nous sommes enfin un peu attardés sur l'expérience client et les espoirs d'amélioration avec l'apport des technologies de l'information et les capacités exponentielles de traitement de données. En cela, nous n'avions couvert qu'une partie du sujet. Ensuite, parce que l'enjeu de la transformation pour nos métiers est tel qu'il nous faut nous l'approprier plus encore et le comprendre dans sa totalité pour mieux maîtriser les enjeux et les potentialités nouvelles qui s'offrent à nos métiers. Enfin, une deuxième édition parce qu'au cœur de cette dynamique digitale, l'humain, avec un grand H, augmenter des apports de la technologie demeure la clé du succès du service au client tout au long de la chaîne de valeur de l'indemnisation. En ce sens, nous avions à cœur de le répéter à nouveau avec, cette année, encore plus de force et de conviction. Je vous souhaite une excellente après-midi avec nos différents intervenants et c'est parti. We spend 90% of our lives in buildings. Shouldn't they be perfect places to live, learn, heal, grow, or innovate? Buildings can be smart, like driverless cars, planes that fly themselves, or our smartphones that control home lighting, heating, and security systems. But will a building continually run analytics to detect equipment failures before they happen? Or anticipate security needs based on trends and predictive movements of its occupants? Or create smart spaces where shades adjust when the sun is shining directly in the windows? Today, buildings produce thousands upon thousands of data points each day, which literally creates a pool full of data. But in fact, the most important and useful data would fill only a cup. Just have to know which cup is most important. Tomorrow's buildings will be autonomous. They will always be learning, always be awake 24/7. Days, nights, holidays, and weekends. They will continuously adjust based on the current environment and requirements. And autonomous buildings will let your occupants focus on what they are passionate about. Just watch what your building might uncover using deep machine learning and artificial intelligence. Interesting. The power this van is using seems a little high. We may be using electricity we don't need. Confirmed. The power consumption has been increasing steadily recently. Checking the environment. Bienvenue dans le monde merveilleux de Mickey, du monde connecté, en tout cas tel que les hommes de marketing et de publicité aimeraient nous le présenter, nous le vendre. Et si demain le bâtiment connecté devient comme une voiture autonome ou un avion autonome, c'est sûr que ça peut nous faire rêver. J'en profite au passage pour vous annoncer le lancement dans quelques jours de notre 9e pôle de spécialité autour justement des risques ferroviaires, maritimes et aéronautiques. Nous avons d'ailleurs quelques-uns de nos spécialistes que je salue dans la salle. Je salue également la centaine d'équipes de gestionnaires ou de juristes qui, de province, se sont connectés à l'instant et suivent en direct nos débats. Alors ce monde merveilleux qui nous est présenté, au fond, est-ce qu'il est
plus prévenant? Est-ce qu'il est plus sécurisant? Qu'au fond, même, nous pourrions imaginer qu'il n'y a plus de sinistres dans un monde connecté. Tel est, en tout cas, ce qui va nous occuper cet après-midi avec une première table ronde où nous pencherons sur la prévention et en quoi le digital ou l'info. Un autre micro. C'est important qu'il y ait un bug dès le départ parce que ça démontre bien qu'il y a des humains derrière et que ça peut des fois. Je vais changer. Donc une première table ronde sur la partie plutôt prévention. En quoi pouvons-nous améliorer peut-être la prévention des risques? Nous poserons aussi la question peut-être de l'émergence d'un certain nombre de nouveaux risques. Sur la deuxième partie, nous nous attacherons beaucoup plus à réfléchir sur, bien sûr, la gestion à ce moment-là d'un sinistre, partant de l'hypothèse qu'il ne disparaisse pas parce qu'il y a un monde connecté, mais qu'au contraire, il y a toujours un enjeu de gestion de sinistre et surtout d'expérience client. On essaiera là aussi de remettre l'expérience client et donc l'humain au cœur de nos travaux de la deuxième table ronde. So let's switch in English. Vous l'avez compris, donc l'essentiel de cette conférence se fera en anglais pour nos amis internationaux qui nous rejoignent. Et tout de suite, pour ouvrir les débats, je vous propose et je vous demande d'applaudir François-Xavier Geland. Alors François-Xavier Geland, président de la Fédération française de domotique, il est aussi l'auteur d'un livre que vous avez peut-être déjà parcouru, 4e réédition, sur la maison communicante. J'ai cru comprendre que ça n'était pas forcément des professionnels qui avaient lu ce livre. C'est leurs clients en fait qui l'ont lu. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se rencontrer, c'est que si vous en savez moins que vos clients vous dépasseront et passeront à d'autres prestataires probablement. Alors François-Xavier, peut-être quelques instants pour présenter la Fédération française de la domotique que vous représentez. Alors effectivement, je représente aujourd'hui 600 entreprises. Alors j'ai globalisé un fédération et SBA, pour ceux qui connaissent, c'est la Smart Building Alliance, qui s'occupe plutôt de bâtiments tertiaires. La fédération, nous, on s'occupe plutôt de résidentiels, de bâtiments collectifs. Vous voyez l'objectif de ces deux structures qui vont fusionner. C'est pour ça que je me suis permis de les mettre en même temps. Fin d'année, on aura fusionné. C'est de mettre autour de la table, en fait, tous les acteurs concernés. Aujourd'hui, on est tous organisés dans nos filières. Historiquement, surtout dans le bâtiment, c'est des cloisonnements, c'est des silos. On a, depuis des décennies, voire des centaines d'années, travaillé chacun dans notre coin. Et on voit bien que ça ne marche plus. Aujourd'hui, je dis souvent qu'avec les méthodes actuelles du bâtiment, on ne peut pas réussir de smart building. Donc c'est ce qu'on va peut-être voir aujourd'hui. Mais en réunissant tous ces gens-là, on essaye de trouver en fait des méthodes, des retours d'expérience, des bonnes pratiques, et puis surtout se poser des questions entre nous. Et puis, alors il commence à y avoir des assureurs dans la Smart Building Alliance, mais je te remercie de nous inviter dans ce genre d'événement, parce que c'est en écoutant les autres filières qui sont concernées de près ou de loin, évidemment, et puis en faisant connaître tous ces sujets-là, qu'on pense faire avancer le marché. Est-ce que la domotique est devenue aujourd'hui sexy, séduisante ? Alors, vous savez qu'on traîne depuis quelques temps une image un peu difficile. Le mot domotique fait très peur. Ça explique aussi la fusion. C'est qu'on pense que le mot domotique n'est plus vraiment adapté au marché. Ce que veulent les gens, c'est pas de la domotique en fait. Ce que veulent les gens, c'est plus de confort, c'est plus de sécurité, plus de sérénité, c'est faire des économies d'énergie, c'est faire en sorte que les nouveaux services qui apparaissent soient aussi accessibles dans leur maison. Et ça se concrétise dans nos maisons par des objets connectés. Et vous voyez un chiffre que je vous ai mis là, si on peut revenir juste 2 secondes en arrière, c'est, selon Gartner, plus de 500 objets connectés par maison en 2022.
Alors évidemment, vous avez des chiffres, il y en a qui disent 200, d'autres qui disent 1000, mais c'est de cet ordre-là, en fait. Vous voyez que c'est exponentiel. Donc, le marché des objets connectés, à coup sûr, progresse très très vite. Ça ne veut pas dire que nos maisons deviennent plus intelligentes, en fait. C'est pas parce que je juxtapose plein d'objets connectés que j'ai une maison plus intelligente. Donc, l'objectif de la Fédération et de la SBA, c'est de démontrer que ce n'est pas la course à l'armement. Ce n'est pas en multipliant les services et les systèmes qu'on a des choses plus pertinentes. C'est en réfléchissant en amont, comme bien souvent dans beaucoup de domaines, pour réussir à absorber ces objets connectés. Si j'ai 500 objets connectés dans ma maison et que j'ai 500 applications, on voit bien que ça ne marchera pas. Donc voilà un peu l'enjeu. Alors si on regarde les chiffres peut-être sur ce marché justement. Alors j'ai pas les chiffres de 2018, c'est dommage, je m'en excuse, mais déjà en 2017 on était de l'ordre du 1,5 milliard. Donc aujourd'hui on parle de 2 milliards. Donc c'est autre chose. On est passé du marché de niche à un marché de masse. Voilà ce qui est nouveau aujourd'hui. Donc je vais vous faire grâce de tous les chiffres, mais retenez que c'est un sujet qui évolue, un marché qui évolue à plus de 20% par an aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de sujets qui évoluent à plus de 20% par an. Et globalement, ça concerne tous les sujets de la maison. C'est-à-dire que le mot domotique était aussi souvent associé je gère mon chauffage à distance ou je gère mes volets, etc. Voilà, c'est devenu une toute petite partie de la maison connectée. C'est aussi bien l'électroménager que l'alarme, que les serrures connectées, que tout ce qui est lié aux nouveaux usages, en fait. Alors, ça veut dire que désormais, la domotique a sa place, que c'est devenu un projet désirable pour un consommateur? Alors, je ne sais pas si on devrait peut-être faire un petit sondage dans la salle. Ce qui est certain, c'est que d'un sujet de niche, donc moi ça fait plus de 15 ans que j'observe ce marché, on parlait plutôt de niche pour les personnes handicapées, les personnes âgées, les patrons du CAC. Autour de la santé peut-être et de l'assistance à la personne. Voilà, l'assistance et le luxe, c'est-à-dire les patrons du CAC 40, les joueurs de foot, etc. Donc ça c'était il y a 15 ans. Dieu merci, maintenant on parle du logement connecté pour tous. Et là, j'ai sorti cette étude Promotelec de l'an dernier qui est assez intéressante, effectivement, où on utilise le mot désirable. Donc d'un marché de niche à un marché désirable, vous voyez le chemin qu'on a fait. Alors évidemment, personne ne demande et ne souhaite la même chose dans sa maison. Donc c'est ça l'enjeu du smart building, c'est de comprendre comment ces objets connectés peuvent réellement apporter quelque chose dans nos maisons. Mais on parle de rêves accessibles. Donc que ce soit encore une fois pour la sécurité, la télésurveillance, tout ce qui est lié au télétravail, tout ce qui est lié aux nouvelles façons de vivre. Quand on parle de famille recomposée, on parle de nouvelles façons d'organiser la famille, eh ben, forcément ça a des impacts sur la façon dont on gère la maison. Là, je vois réduction des frais liés au logement, c'est-à-dire que là, on est dans l'utopie. On ne peut pas attendre de la domotique. Sur le papier, oui. Alors, dans le tertiaire, oui. Dans la maison, quand vous achetez un thermostat, je sais pas, 250 €, le thermostat connecté, il va falloir beaucoup de temps avant qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, le sujet, il est là. Et l'idée, c'est plus la mise en relation de ces objets connectés les uns avec les autres qui vont réellement générer l'économie, en fait. Alors, qui sont les acteurs aujourd'hui qui construisent ou qui sont sur ce marché-là de la domotique et du bâtiment connecté? Il y a des métiers qui évoluent et il y a des nouveaux métiers. L'impulsion est clairement donnée dans le neuf par les promoteurs. C'est ce qui a changé il y a 4-5 ans. Vous avez les grands promoteurs qui ont commencé à dire ça nous intéresse, on va commencer à faire des opérations de prestige. Et puis, il y a 2 ans, Bouygues Immobilier notamment, a mis en place 100% de ces logements. On estime qu'en 2021, 100% des logements de tous les promoteurs, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de logements neufs qui ne seront pas connectés. D'accord ? Donc là, il y a une vraie impulsion qui, forcément, génère des mutations de métiers, parce que l'électricien qui travaillait initialement pour Bouygues Immobilier, il a vu les nouveaux appels d'offres, des nouveaux sujets dans les appels d'offres. Donc soit il a disparu, parce qu'il y a eu déjà des entreprises qui ont coulé à cause de ça, soit il s'est adapté, il s'est formé, soit il a trouvé des partenaires pour réaliser ça.
Donc ça, c'est pour le neuf, mais opération de rénovation, est-ce qu'on retrouve aussi de la domotique et du connecté dans cet acte? Tu as raison de poser la question. Le neuf, c'est 1% de renouvellement par an. Donc si on attend que c'est le neuf, parc immobilier ça mettra beaucoup trop de temps. Ouais. Donc les bailleurs sociaux, notamment, là, on a énormément de bailleurs à la SBA ou à la FFD qui se posent ces questions-là. Là, on parle bien de réhabilitation, donc là, c'est quasiment du neuf, hein, mais de rénovation, d'amélioration de l'habitat. Ils savent que s'ils ne le font pas eux-mêmes, c'est les locataires qui vont commencer eux-mêmes à s'équiper, à bidouiller, etc. Donc ils prennent les devants et puis ils essayent d'intégrer ça dans leur propre CRM, dans leur propre logiciel interne. C'est pas du tout la même démarche que les promoteurs. Les promoteurs, c'est du marketing, c'est un argument de plus pour vendre, pour valoriser le mètre carré. Les bailleurs, c'est évidemment pour valoriser leur patrimoine et faire en sorte que les gens qui habitent dans ces logements soient de plus en plus heureux et contents d'y être. Et puis que ça réponde aussi à ces fameuses mutations sociales, en fait. Hein. Ce qui est assez curieux, c'est que le monde connecté ou un bâtiment connecté, c'est de la donnée, c'est de la data. Et les maîtres, ou en tout cas les entreprises qui donnent les règles du jeu, ne sont pas les entreprises de construction, on dirait plutôt ce sont les GAFA. Oui, c'est très troublant en fait. Hein. Là, on est dans le monde de l'assurance, donc ça va encore. Il y a quand même l'habitude du numérique. Dans le monde du bâtiment, c'est un tsunami en fait. Hein. Alors là, j'ai repris en fait la stratégie des GAFA. Donc vous retrouvez nos fameux 4 GAFA qui ont depuis maintenant 15 ans, presque 20 ans pour certains, coché les cases en fait. Hein. Eux, ils veulent de la donnée. Leur carburant, leur motivation, leur raison d'être, c'est de récupérer de la donnée pertinente, hein, pas de la big data, de la smart data. Donc ils ont commencé à vous proposer des choses dans les réseaux sociaux pour communiquer, pour consommer, etc. Et j'ai rajouté des colonnes pour notre maison, que ce soit pour le son, pour la vidéo, pour l'automatisation. Et puis vous avez tous entendu parler des assistants vocaux notamment. Eh ben, ils ont tous réagi. Ils ont tous, alors là, ça se compte pas en millions d'euros, c'est des milliards d'euros hein, de R&D. Ils ont tous mis des milliards d'euros sur ce sujet-là et ils ont pris le leadership. C'est-à-dire, historiquement, nous, les leaders, c'était Schneider Electric, Legrand, peut-être Orange, peut-être EDF, Somfy. Voilà, on avait l'habitude, nous, d'avoir ces gens-là en première ligne. Aujourd'hui, ces gens-là sont en deuxième ligne, voire en troisième ligne. C'est-à-dire que les promoteurs ont suivi, ont fait des alliances avec les GAFA. Et voilà la raison, en fait. Voilà pourquoi, par exemple, on voit Google Nest, pourquoi Google a mis, je crois, 3,4 milliards sur la table pour acheter une petite start-up qui faisait un thermostat. D'accord ? Donc, il faut comprendre ça, en fait. Hein. Pour comprendre où va le marché du bâtiment aujourd'hui, il faut comprendre les motivations de ces GAFA et comment on peut se positionner par rapport à eux, soit en concurrent, donc là, bon courage, soit en partenaire, en fait. Hein. Mais dire leur métier n'est pas de construire. Est-ce que c'est un tsunami aussi pour le monde du bâtiment? Est-ce qu'ils s'y intéressent déjà à l'acte de construire ou c'est un délire aujourd'hui ou un mythe? Alors, vous avez peut-être tous entendu parler d'investissement. Je vous parlais de milliards d'investissements dans la R&D des objets connectés de la maison. Donc ça, c'était la première étape. Et puis, vous voyez maintenant qu'ils investissent massivement. Je crois que Amazon, c'est par exemple 600 millions d'euros dans une start-up spécialisée en préfabrication. Donc c'est ce qu'on appelle le off-site. Hein. C'est je produis la maison en atelier, en usine, et je la monte comme des Lego sur le terrain. Vous avez une boîte qui s'appelle Catera qui a levé $1 milliard et qui a déjà un carnet de commandes pour les 10 prochaines années. Vous avez déjà Ikea, hein, regardez Ikea en Europe, ce que fait Ikea dans le monde de la construction. Ils ont une filiale qui fait des hôtels, qui fait des bâtiments. Donc globalement, il y a une vraie rupture en fait. C'est plus comme on a l'habitude dans le bâtiment, hein, depuis les cathédrales, voire au-delà, voire les pyramides, quelque chose de progressif. Là, il y a une rupture. C'est-à-dire qu'on va probablement arrêter de bidouiller en fait. Encore une fois, je suis à l'aise parce que je pense peu de gens du bâtiment. Clairement, il y a des assureurs, du bâtiment importants. Voilà. Ils connaissent bien le bâtiment, ils voient comment travaillent les gens du bâtiment et se rendent compte qu'il y a un fossé
qui s'élargit entre les méthodes de la plupart des activités aujourd'hui de l'économie et le bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment, on reste relativement traditionnel, on n'a pas forcément envie d'aller vers le changement rapidement, et on n'arrive pas à... Il y a un choc de culture en fait. Le bâtiment et le monde du numérique, c'est un choc de culture. Donc il faut l'amortir. Il y a des gens, par exemple, le Catera dont je parlais tout de suite, vaut déjà la moitié de Bouygues en 2 ans. D'accord ? Donc c'est la même histoire que Airbnb, c'est la même histoire vis-à-vis d'Accor, c'est la même histoire que Uber vis-à-vis des taxis. C'est plus compliqué évidemment parce que le bâtiment, si vous prenez le marché du bâtiment en France, c'est 450 000 entreprises. Donc c'est un marché qui est très compliqué à appréhender pour ces gens-là. Donc ils vont d'abord, aujourd'hui ils s'intéressent aux hôtels, aux résidences étudiantes, etc. Est-ce qu'il y a des expériences de smart city ou de smart quartier peut-être ? Alors, dans le monde, ils en ont France, tous. non ? Vous regarderez, par exemple, Google a créé une filiale qui est un partenariat avec la ville de Toronto, et ils ont un quartier entier pour apprendre. D'accord ? Donc là où nous, on travaille à l'échelle de logements, voire de bâtiments de temps en temps, on a la chance parfois de faire un quartier. Eux, ils font presque une ville entière en fait à Toronto. C'est une nouvelle ville qui sort de terre, basée sur ce qui a fait leur fortune dans le monde de la donnée en fait. Donc ça peut paraître un peu effrayant, mais ça nous permet aussi de comprendre et d'adapter toutes ces ruptures en fait. C'est-à-dire, il y a une rupture technique, il y a une rupture fonctionnelle, il y a une rupture d'organisation, il y a une rupture de modèle économique. Et c'est peut-être quelque chose qu'on abordera dans les tables rondes. On ne peut pas rester sur le train-train qu'on connaît dans le bâtiment. Exemple. Surtout que leur force, c'est cette maîtrise de la donnée et cette capacité d'analyser. C'est leur ADN en fait. Ils sont nés avec ça, ils sont à l'aise avec ça. Dans le bâtiment, on n'est pas à l'aise avec ça. Ou alors, je suis un peu caricatural, on est à l'aise avec les données de notre lot, de notre équipement. Alors que là, on parle de données transverses. C'est ça qui a de la valeur, c'est ça qui leur permet d'avoir beaucoup d'informations sur nous et d'en tirer des enseignements. Donc là aussi, ça fait un peu flipper. Déjà, alors ça c'est pareil, c'est des chiffres de 2017, donc il faudrait peut-être rajouter 1 million ou 2 millions. Ça, c'était quand il y avait 4-5 objets connectés dans une maison. Donc un thermostat, une centrale d'alarme, etc. Quand vous aurez en 2022 500 objets connectés dans une maison, c'est plus 4 millions, c'est des milliards. La voiture, aujourd'hui, je crois qu'elle produit 4 téras de données à la journée. Une voiture autonome. Donc vous imaginez ce que ça représente. Donc c'est la piscine que vous avez vue dans la vidéo tout à l'heure. Il faut aller chercher la tasse qui a du sens, le smart data. Mais l'enjeu, il va être là. En fait. Alors les gens du bâtiment, pour construire, ils s'en foutent un peu. Mais ceux qui s'intéressent à la vie du bâtiment sont concernés par ça. Et évidemment, le miracle, c'est que quand on analyse ce que font les GAFA dans le bâtiment, je vous disais qu'ils commençaient à construire eux-mêmes des maisons et des bâtiments, ils ne livrent pas, et ça ne les intéresse pas. Eux, c'est la gestion de ces bâtiments au fil du temps. C'est l'exploitation, évidemment, des données et des comportements des gens. Ce qui est intéressant dans cette slide, c'est que l'assureur, aujourd'hui, il a toutes ces données. Enfin, quelque part, si on parle à notre public de cet après-midi. Le sujet, il est là, en fait. C'est l'assureur, on le verra un peu plus tard, il est crédible. Je veux dire, moi, si je paye un assureur, c'est que j'ai confiance en lui, quelque part. Je suis prêt à l'écouter. Donc aujourd'hui, si quelqu'un comme l'assureur me dit voilà ce qu'on propose, voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui, voilà ce qu'on pourrait imaginer, je vais l'écouter. Si tu regardes le slide d'après... Oui, parce que ça, c'est intéressant. Est-ce que plus j'ai d'objets connectés, plus je génère de la satisfaction de l'habitant ? C'est une étude toute récente. C'est la semaine dernière. J'ai la première fois qu'un organisme étudie la satisfaction des utilisateurs. Quand vous écoutez les GAFA, c'est acheter nos objets connectés, vous vivrez mieux, vous serez plus heureux, etc. Je suis désolé, sur 457 personnes, donc ce n'est pas neutre, on a fait une vraie étude, on a plutôt l'effet inverse en fait. C'est plus j'accumule les objets connectés, moins je suis content. Donc là, on peut se poser des questions. C'est soit on dit stop, ce qui est une solution. Il y a beaucoup de gens qui disent surtout pas d'assistant vocal à la maison, surtout pas d'enceinte connectée, etc. C'est une première réaction. Soit on s'organise en fait. Et si on a créé la fédération, si on a créé la SBA, si on est à ce genre d'événement, c'est justement pour trouver des solutions. Évidemment qu'il faut trouver des solutions. La décroissance ou dire on ne va pas mettre d'objets connectés à la maison,
c'est impossible, malheureusement peut-être. Ou alors, il faut aller dans une grotte loin de... Une aspiration de la demande, quelque part, aujourd'hui. Voilà. Et clairement, ça apporte, ça engendre, ça génère des bénéfices. Encore faut-il être capable de l'expliquer. Quelqu'un de l'assurance doit être capable, s'il veut avoir des clients contents avec ses objets connectés, d'être très pédagogue, en fait, de comprendre où on va, de comprendre l'enjeu derrière tout ça. Sinon, ça se retournera contre lui, en fait. C'est-à-dire, des objets connectés de façon anarchique n'apportent rien, n'aboutissent à aucune satisfaction. Il y a un mot sur lequel peut-être on reviendra tout au long au moins de la première partie, c'est cet enjeu de confiance, au fond, que vous représentez. C'est-à-dire que le mot domotique, domus, c'est la maison, c'est notre cocon. C'est là où je viens de me ressourcer. J'ai travaillé, j'ai pris les transports en commun, j'ai été exposé toute la journée, et j'arrive chez moi le soir, c'est surtout pas pour être à nouveau exposé à ce genre de soucis. Donc nous, ce qu'on constate quand on étudie le retour d'expérience des logements connectés, c'est qu'on est plus sur une logique de défiance aujourd'hui. C'est-à-dire les gens, ils nous regardent en disant c'est désirable, oui, ça me plaît. Je veux dire, sur le papier, ça me plaît. C'est génial de pouvoir obtenir de l'information à la voix. Ça plaît aux gens. Mais je vais y réfléchir à 2 fois avant de le mettre dans mon salon, quoi. D'accord ? Donc cette défiance, elle est contre-productive, évidemment, parce que je ne vais pas générer un marché positif si les gens, de plus en plus, sont défiants vis-à-vis de la technologie. Donc nous, on essaye de travailler sur ce mot confiance. On verra peut-être un peu plus tard qu'il y a plusieurs niveaux pour générer cette confiance, mais sachez que le monde de l'assurance est en première ligne sur ces sujets-là. Pour creuser ce premier sujet, et peut-être que la confiance pourrait s'améliorer avec l'espoir d'un monde plus prévenant et plus sécurisant, je vais demander à Albert Bacqueville de Covea de nous rejoindre sur cette table sous vos applaudissements. Albert, bonjour. Grégory Cron, SMA BTP. Étienne Papin, avocat. Je cherche. Il nous en manque un. T'es sur la première partie. Ouais, bah écoute. Merci François-Xavier pour cette première introduction. Alors, on va se remémorer quelques instants les messages clés de l'année 2018. Qui était là en 2018 sur la conférence, la première conférence sur le monde connecté ? Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, vous devez subir quelques instants de révision, mais il y a eu quelques passages forts qu'on vous propose de partager. La connectivité existe depuis que les hommes existent. Parce que nous allons avoir plutôt cette émergence de réseaux qui vont dans tous les sens. Et ces quantités d'informations aujourd'hui sont vertigineuses. C'est ça qu'on a appelé le big data. L'intelligence artificielle, d'abord, elle n'est pas nouvelle. C'est une discipline scientifique qui est née en 1956 de 2 jeunes gens qui avaient 28 ans à l'époque, qui étaient mathématiciens, et qui se sont dit, on va utiliser ces nouveaux objets que sont les ordinateurs pour essayer de mieux comprendre notre intelligence. J'ai travaillé particulièrement sur les bâtiments équipés de systèmes de pilotage. Donc ce sont des bâtiments qui sont généralement équipés d'une interface informatique, d'un peu d'électronique. Et l'idée, c'est de pouvoir, à distance, ou en tout cas de manière centralisée, gérer son bâtiment. Dans un bâtiment, on va aussi pouvoir, grâce aux objets connectés, avoir un certain nombre d'informations sur la vie des gens, sur éventuellement leur pathologie. Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils ne sont pas malades? Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une donnée? Une adresse IP, c'est une donnée. On arrive à un moment, on se dit, tiens, et la sécurité dans tout ça? Ça doit être inclus dans l'objet, ça doit être inclus dans le logiciel, ça doit être inclus, quoi. La sécurité, la protection des données, c'est extrêmement compliqué. Encore une fois, il faut mettre la solution en face du risque. Lorsqu'on parle de BIM, on parle de
mode de travail collaboratif autour d'une maquette numérique. Plus on rentre dans le numérique, plus il y a quand même des nouveaux risques de type cyber qui apparaissent. Chaque acteur interagit avec les autres. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de l'humain derrière. À un moment ou à un autre, il y a des hommes qui construisent. Le BIM, effectivement, est vu comme un fabuleux outil à terme de connaissance, de toute façon, voilà, de l'objet assuré. Un outil qui permet donc de favoriser d'autant plus facilement les actes de prévention. Que le bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui s'autorégule de manière à assurer 3 objectifs principaux qui sont toujours les mêmes dans le bâtiment moderne, qui sont le confort des usagers, la facilitation de la maintenance et de l'entretien du bâti, et les économies d'énergie et de ressources. Et on aura toujours besoin de l'humain. Le système n'est qu'un outil pour faciliter la vie de l'humain. Voilà, pour rentrer dans ce sujet-là, peut-être une première définition, mais Albert, je vous demanderai de prendre 10 secondes pour vous présenter et de nous définir ensuite, au fond, un bâtiment connecté en quelques mots, vous diriez quoi? Albert Bacqueville. Alors Albert Bacqueville, je suis responsable prévention et prospective chez MMA. Voilà, et j'ai été sollicité par Yann pour participer à cette table ronde, donc c'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Voilà. Alors c'est quoi un bâtiment connecté très synthétiquement? Alors très synthétiquement et très simplement, un bâtiment connecté, c'est un bâtiment qui est empli de capteurs, connectés à Internet, de sorte que tout puisse être surveillé et commandé via un smartphone ou via une tablette. Voilà, définition très simple. Alors pour en faire quoi? Alors pour en faire quoi? C'est de faire la mesure de tout ce qui se passe. Donc, et à partir du moment où on s'est fait la mesure de ce qui se passe, c'est de se donner la possibilité d'agir, mais aussi de disposer d'une base de données, dont on reparlera tout à l'heure. Alors comment? Alors comment? Eh bien, pour chaque LEA identifié, le capteur doit pouvoir mesurer une grandeur physique. Alors en grandeur physique, par exemple, un exemple, c'est la détection d'un mouvement par un capteur dans une pièce. Voilà. Ou une hausse de température ou... Tout à fait. Dès lors qu'il y a on va dire, une évolution de cette grandeur physique, ça permet, on peut la mesurer et dès lors derrière, on peut donner une commande. Si c'est l'élévation de température, intervenir sur le thermostat ou intervenir sur le climatiseur, voilà. Donc là, les usages sont multiples. Est-ce que vous auriez quelques exemples justement? Alors effectivement, au niveau des usages, on peut par exemple poser des capteurs en façade pour faire à distance un diagnostic thermique du bâtiment. S'il est suffisamment économe ou au contraire si c'est une passoire à chaleur. Tout à fait. Ou même ces capteurs peuvent aussi intervenir sur d'autres objets connectés qui peuvent être des rideaux d'occultation de manière à baisser la température. Voilà, baisser la température intérieure. On peut avoir aussi des capteurs qui peuvent être incorporés au coulage des fondations, par exemple pour mesurer les éventuels tassements différentiels qui peuvent se produire. On peut avoir également des capteurs qui peuvent être posés sur des organes au mouvement d'une machine, par exemple une disqueuse ou une tronçonneuse. Dans l'industrie. Voilà, dans l'industrie, pour mesurer le degré d'usure de la lame, pour mesurer la température de la lame. Et toutes ces informations peuvent être communiquées en disant, voilà, dès lors qu'on a atteint un certain degré d'usure, la machine ne fonctionne plus, il faut remplacer le disque. Ou dès lors qu'on a une élévation normale de la température, pareil, de mettre en disjonction la machine pour, peut-être, pourquoi pas, pour éviter un incendie. Un peu ce qu'on avait, si on avait laissé la vidéo se prolonger en introduction, l'intelligence artificielle va faire évoluer la température de la pièce et puis va faire un diagnostic et puis va derrière presque déclencher de la maintenance en disant attention, dans 3 jours, l'appareil peut tomber en panne. Voilà, tout à fait. Tout à fait. D'autres exemples? Oui, d'autres exemples. On a parlé de la construction, de l'industrie, même dans les travaux publics. On peut installer des capteurs dans les couches de roulement des chaussées pour envoyer notamment des informations l'hiver, dès lors qu'on a des chutes de neige ou des chaussées verglacées, de façon à prévenir le salage et de le faire vraiment coller à la demande.
Ok, je pense qu'on a avec ce qu'on a pu évoquer au démarrage, on a la vision d'un bâtiment connecté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le législateur, très récemment, a fait la promotion d'une loi qui s'appelle loi Elan. Donc il y a notamment le N qui est le numérique pour le bâtiment et la loi ESSOC. Vous pourriez nous démystifier ça un peu, Albert, dégrossir le sujet ? Alors, effectivement, les lois Elan et ESSOC, on entend beaucoup parler d'elles en ce moment, et c'est vrai que ça fait déjà évoluer pas mal de choses au niveau du Code de la construction. Plus récemment, avec Notre-Dame, ça fait aussi évoluer, on va dire, les contraintes liées à l'environnement, voilà. Et donc, tout ça pour dire que les lois Elan et ESSOC vont pouvoir créer à la fois des opportunités et des contraintes. Tout dépendra après de l'angle d'observation. Et si on se polarise un peu plus sur la loi ESSOC, la loi ESSOC a créé un nouveau dispositif qui est le permis d'expérimenter. Et le permis d'expérimenter, on peut imaginer pour le développer, pour y trouver beaucoup plus de personnes qui puissent s'y attacher, c'est de mettre à disposition des données. Puisque généralement une expérimentation, ça veut dire qu'on n'a aucun recul pour pouvoir apprécier cette expérimentation. Et le fait de recueillir de la donnée dès lors qu'on a un nouveau bâtiment, un bâtiment innovant, ça peut être intéressant de collecter ces données pour justement inciter les personnes à aller vers le permis d'expérimenter, aller vers les bâtiments innovants. Voilà. Et ça permet aussi de déroger aux règles de la construction, les règles, on va dire, de l'art, si je puis dire, ou les règles traditionnelles. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que on va permettre aux maîtres d'ouvrage qui auraient une solution innovante à proposer de faire la preuve qu'il va respecter la réglementation avec des solutions innovantes. Donc, il va falloir qu'il démontre que le bâtiment qui va être construit avec des solutions innovantes va permettre d'accéder aux mêmes résultats que s'il avait appliqué les réglementations précédentes. Voilà. D'où l'importance de la donnée, d'où l'importance de l'analyse en amont pour pouvoir proposer ce type d'alternative. Tout à fait. En amont. Tout à fait. Et pour terminer par rapport à ça, par rapport justement à ces bâtiments innovants que l'on pourrait faire dans le cadre du permis d'expérimenter, il faudra bien sûr apporter la preuve de cette performance de manière à pouvoir obtenir l'attestation d'effet équivalent. Et même si cette attestation d'effet équivalent va permettre de concrétiser un projet, ce n'est pas elle qui va permettre justement de mesurer la manière dont le bâtiment va évoluer. Et c'est vrai que le monde connecté, le bâtiment connecté dans ces conditions va pouvoir, je vais parler au conditionnel, pourrait apporter des informations pour faire évoluer toutes ces nouvelles dispositions. Je me tourne, merci Albert, je me tourne vers Grégory pour approfondir quand même cette approche de la loi ESSOC qui, comme ça, a l'air d'être un beau projet, ou en tout cas une belle ambition pour innover, pour faire évoluer le monde de la construction. Il y a quand même du process, il y a quand même des nouvelles règles. Et donc, juste après vous êtes présenté, Grégory, nous vous écoutons sur la loi ESSOC pour l'approfondir un peu plus. Oui, merci. Bonjour à tous. Grégory Cronche, je suis directeur général adjoint SMA BTP et je préside le comité de construction de la Fédération française de l'assurance. Alors, effectivement, l'innovation dans le bâtiment, c'est compliqué. C'est un sujet qui est particulier parce que c'est ce qui a été dit un petit peu dans le rappel de l'an dernier. C'est de la construction. Quand on fait des logements, c'est pour que des gens y habitent. Et donc, pour que des gens soient dans ces nouveaux logements, il y a une obligation que le bâtiment marche correctement, qu'il soit conforme à sa destination. Et c'est là tout l'enjeu. Et de par la loi française, c'est pour une durée minimum de 10 ans. Donc on doit s'assurer, quoi qu'il arrive, que quand il y a un bâtiment, il fonctionne correctement pendant 10 ans. Alors il y a des limitations, il y a des cas particuliers, mais l'esprit de la loi, c'est ça. Et donc quand on innove, on a ce risque de se dire que on n'est pas sûr que ça va fonctionner correctement pendant 10 ans et peut-être il faudra corriger des choses. Et
Et c'est pour ça qu'il y a à la fois des dispositifs qui sont de nature à freiner l'innovation, mais aussi à l'accélérer. C'est-à-dire que ce que dit la loi, et ce qui existe déjà avec la notion de technique courante, technique non courante, au niveau du fonctionnement des règles techniques, c'est de se dire, on peut essayer des choses pas courantes, mais il vaut mieux les valider avec des avis techniques, avec des avis techniques d'expérimentation, mais voilà, faut y aller doucement. Et une fois qu'on a vu que ça marchait, là, vous avez la validation de cet avis technique, vous avez le feu vert, et donc là, vous pouvez y aller. Et c'est aussi du coup un facteur d'accélération de cette innovation, parce qu'une fois qu'on sait qu'il y a des choses qui marchent et qui fonctionnent, ça permet de les déployer un petit peu en toute confiance. Et l'idée de la loi ESSOC, qui est donc de l'ordonnance 1 et de l'ordonnance 2, enfin de l'ordonnance, ça c'est l'ordonnance 1. Bleu, c'est ce qui se fait habituellement, hein, c'est ça, c'est le process. Non, alors c'est un angle qui est différent. On n'est pas sur l'innovation en termes de techniques de construction. Donc on a des techniques courantes et on fait de nouvelles techniques non courantes. C'est un angle qui est complètement différent. Ce que prévoit la loi ESSOC, comme ça a été dit, hein, c'est la possibilité de déroger à des règles de construction. Donc du code de l'urbanisme, pas au code de l'urbanisme, pardon, règles prévues dans le... J'ai repris le micro que vous aviez tout à l'heure, je pense. Non, c'est bon. Pour l'instant, ça va. Des règles du code de la construction. Par exemple, et donc l'ordonnance 1, c'est pour y déroger, et l'ordonnance 2, c'est pour y déroger de manière plus automatique. L'esprit étant de dire, plutôt que de raisonner par des règles, on raisonne par des objectifs. Par exemple, plutôt que de dire, ce qui est actuellement le cas de le code de la construction, il faut des garde-corps d'1,25 m sur les balcons. Alors, l'1,25 m, je vous le dis de tête, hein, il y a des gens qui me diront si je me trompe, mais voilà, c'est plus un peu moins. Bon, 1,25 m, ça suffit, un peu moins, ça peut passer. Donc voilà, l'esprit de ce qu'il y a dans la loi ESSOC, c'est de dire, sur les balcons, il faut un dispositif pour empêcher les gens de tomber. Et donc on peut mettre des garde-corps, mais on peut mettre des capteurs qui détectent le mouvement et puis qui déclenchent des filets ou des airbags si jamais... voilà. Après, on peut innover, on peut imaginer des choses qui sont en lien avec des bâtiments connectés ou qui ont rien à voir. Et c'est ça que prévoit effectivement la loi ESSOC. C'est la possibilité de déroger à des règles et donc de pouvoir... indirectement, quelque part, pouvoir faciliter l'innovation en disant non, parce que là, quand on fait un balcon, on n'a pas le choix, il faut qu'on mette des garde-corps de telle hauteur, on a quand même une marge de manœuvre qui est à peu près qui est assez limitée. Et donc, c'est sur l'ensemble du code de la construction de se poser la question en objectif et donc d'essayer de faire en sorte qu'on atteigne ces objectifs. Mais du coup, le dispositif pour le mettre en œuvre, alors je ne vais pas tout vous commenter, hein, mais c'est effectivement d'essayer de faire en sorte qu'on a qu'il y ait quelqu'un qui analyse la solution équivalente proposée, qui délivre une attestation d'effet équivalent, et qu'après, une fois que le chantier soit terminé, on ait quelqu'un, par exemple le contrôleur technique de l'opération, mais pas forcément, qui confirme que ça a été correctement mis en œuvre. Et donc c'est quelque chose qui est encore récent, sur lesquels il y a, à ma connaissance, aucune opération qui a démarré. Forcément, ça doit se faire au moment du permis de construire. Donc c'est des choses qui se mettront en place progressivement. Et donc l'ordonnance 1 en tant que telle, je ne sais pas si elle va être beaucoup appliquée, mais en tout cas, le code de la construction va être complètement réécrit, et c'est en cours, là, hein, c'est dans la phase finale de la réécriture, et ça doit sortir en début d'année prochaine, et donc ce sera de nature à pouvoir permettre la mise en œuvre d'innovation, mais avec toujours cette idée qui est de se dire, il faut quand même qu'on s'assure que ça répond bien à l'objectif, parce qu'il y a la vie des gens derrière, et il faut quand même faire attention. J'ai deux questions d'internautes. La première, c'est est-ce que c'est valable pour la construction neuve ou est-ce que ça s'applique à des projets de rénovation ? On parlait tout à l'heure de Notre-Dame, par exemple. Est-ce que j'ai un process de loi ESSOC qui pourrait se mettre en œuvre ? L'application du code de la construction en rénovation aujourd'hui est quelque chose sur lequel la frontière n'est pas complètement étanche. C'est-à-dire, quand vous faites, en gros, ce que laisse sous-entendre la loi, c'est que quand vous faites des rénovations légères, en gros, si vous changez une ampoule, vous n'êtes pas obligé de reconstruire tout le bâtiment pour qu'il respecte les dernières normes. Si en revanche, vous gardez tout sauf la structure, là, quand vous reconstruisez, vous devez respecter les dernières règles de la construction. Et donc après, entre ces deux extrêmes, à partir de quel moment est-ce qu'on bascule de la rénovation légère à de la rénovation lourde ? C'est frontière un peu. Voilà, c'est à périmètre variable, on va dire. Mais donc aujourd'hui,
l'esprit de la loi ESSOC, c'est plutôt tourné sur la construction neuve. Et ça passe par le permis de construire. Je reprends mon exemple des garde-corps de tout à l'heure. Effectivement, si vous rénovez complètement la façade, si vous faites un ravalement, vous pouvez vous contenter de faire un ravalement. Si vous faites un ravalement en changeant les garde-corps ou en changeant l'aspect extérieur de l'immeuble, là, vous passez par un permis de construire. Vous passez par un permis de construire, et là, vous pouvez introduire des modifications de type loi ESSOC. Et la deuxième question, c'est, à votre connaissance, a-t-on déjà un premier dossier ou des dossiers de demande d'expérimentation avec des attestations d'effets équivalents en cours ? J'en connais 4. 4 dossiers en cours d'études en cours, validés en cours, qui touchent soit à la qualité de l'air, donc sur les et donc rien à voir avec le bâtiment connecté, hein, donc soit la qualité de l'air, soit dans les DROM concernant la production individuelle d'eau chaude. Donc vous avez le code de la construction qui dit en thermodynamique, en thermique solaire, vous devez avoir votre propre production individuelle d'eau chaude, et du coup il y a une demande de dérogation pour pouvoir avoir une seule centrale de production pour le compte de plusieurs bâtiments. Donc ça remplit évidemment le même objectif, mais c'est dérogatoire par rapport aux règles de la construction telles qu'elles existent aujourd'hui. Albert, vous aviez une information sur un permis ? Je reviens vers vous, Albert, parce que du coup on avait parlé l'année dernière du BIM et de la maquette numérique. Est-ce qu'au fond, c'est l'outil pour construire ou rénover un bâtiment et en faire un smart building ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le BIM aujourd'hui ? Déjà, pour faire un petit rappel de ce qui avait été dit l'année dernière sur la maquette, sur le BIM, sur l'outil BIM, la maquette numérique. La technologie BIM, c'est un processus de conception, de visualisation, de simulation 3D, en intégrant dedans les contraintes de la construction, et ça permet également d'intégrer le cycle de vie. Donc, ce qui veut dire que la maquette numérique, si on donne un exemple, elle va nous permettre de gérer à la fois les caractéristiques géométriques d'un poteau, hein, si on veut un poteau octogone, un poteau section rectangulaire, la descente de charge, le coût du poteau, mais également tous les éléments qui seront nécessaires à la déconstruction du poteau, hein, puisqu'on raisonne, on a intégré la notion de réemploi des matériaux dans la maquette numérique. Donc toute cette notion de déconstruction qui sera introduite dans la maquette nous permettra de dire, voilà, sur ce bâtiment, je vais récupérer 300 tonnes d'acier, 1000 tonnes d'agrégats qui pourront être recyclés, voilà. François-Xavier, je me tourne vers vous. On voit qu'il y a le BIM conception, c'est-à-dire quelque part qui va permettre de caractériser. Puis il y a le BIM plutôt exploitation. Il y a un enjeu sur le BIM aujourd'hui. Alors déjà, le BIM, le mot-clé, c'est collaboratif. Le smart, le mot-clé, c'est collaboratif. Donc on voit bien que les deux se marient très très bien. Alors dans la phase de conception, parce que souvent on bâcle un peu, hein, dans le bâtiment, la notion de conception était un peu floue aussi. Et on se posait des questions au fil du chantier. C'est comme si Airbus commençait à construire ses avions en disant on verra bien la réunion de chantier. Non. D'abord, on définit ce qu'on fait, et c'est ça la logique du BIM conception. On met tout le monde autour de la table et on travaille tous avec le même outil. C'est quand même déjà, on a progressé. Alors, ce qui me paraît moi plus intéressant au-delà du BIM conception, c'est effectivement la vision du maître d'ouvrage sur l'après-livraison. Donc, ce qu'on appelle le BIM exploitation, qui va en plus s'enrichir des données dynamiques du bâtiment. Donc c'est un peu la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, où sur une cassette de clim, on va avoir non seulement la visualisation, on sait où il est, on sait combien il coûte, on sait qui l'a mis en place, on sait qui a fait la maintenance, et on a la température, le temps d'utilisation, etc. Donc c'est l'outil qui favorise la connaissance du risque. Là, on est en plein dedans. Entre parenthèses, le N de loi Elan veut aussi dire carnet numérique. Donc c'est un peu la même logique, c'est de disposer de l'information et d'usage et de maintenance d'un bâtiment. Donc ça, pour information, ça va être obligatoire dès l'an prochain dans le collectif, par exemple, et en rénovation dans 5 ans. Donc le carnet numérique il va falloir s'habituer à avoir un logement
associé à un carnet numérique qui va dans le même sens. Ce n'est pas le BIM, mais c'est la même logique d'information et de connaissance du bien. Lise Gillet, qui est dans cette salle de la Fédération française d'assurance, avait développé effectivement l'importance de cette carte d'identité et quelque part ce carnet d'entretien qui va faire qu'on actualise la vie et l'information d'un bâtiment. Et ça peut être très précieux. Alors nous sommes allés interviewer Michel Klein, qui est le directeur de l'indemnisation de la Mutuelle des architectes, pour avoir de son point de vue un premier retour d'expérience sur le BIM et sur des effets positifs ou pas en matière d'exploitation du BIM. Avec le son, s'il vous plaît. La mise en place de plusieurs maquettes numériques réalisées par chacun des intervenants. Avec nos excuses, Michel. Alors le BIM est un système de gestion collaborative d'une opération de construction. C'est effectivement la mise en place de plusieurs maquettes numériques réalisées par chacun des intervenants à l'acte de construire, architectes et bureaux d'études. En ce qui concerne l'utilisation du BIM à l'heure actuelle, si l'on regarde les statistiques que la MAF peut avoir au travers des déclarations d'activité de ses adhérents, moins d'une centaine d'opérations par an sont réalisées sous BIM. En architecture, un poste travail BIM, c'est 15 000 €. Plus un collaborateur formé au BIM, donc une formation. Donc ça veut dire qu'une agence d'architecture, une petite agence d'architecture ne peut pas nécessairement se permettre d'avoir un poste de BIM manager à temps complet dans une agence. Donc aujourd'hui, le BIM a un coût pour le passage au BIM pour les agences d'architecture a un coût. Donc votre retour d'expérience sur le BIM. Aujourd'hui, dans la mesure où il y a très peu d'opérations sur BIM, nous avons peu de retours d'expérience sur l'intérêt et l'avantage du BIM, ou voir les risques pour l'assureur. Ce que l'on peut déjà imaginer, c'est que dans le cadre du BIM, la présynthèse telle qu'elle est réalisée dans le cadre de la gestion des clashs va permettre d'anticiper un certain nombre de difficultés qui aujourd'hui arrivent en cours de chantier dans le cadre de la mission de synthèse qui peut présenter des anomalies et générer des sinistres qui sont souvent la cause d'arrêts de chantier longs et coûteux. Donc on voit encore là le manque de recul, mais on peut pressentir que sur la partie conception ou sur les erreurs de conception, le BIM puisse générer une meilleure prévention des risques. Et en tout cas, on manque encore de vision. Il y a un autre sujet, là je me tourne plutôt vers notre spécialiste de la cybersécurité. On entend dans l'environnement des compagnies d'assurance la blockchain. Et du coup, est-ce que la blockchain, si on fait un peu le tour comme ça des outils de prévention, est-ce que la blockchain peut demain réduire la sinistralité sur une approche assureur et d'amélioration de mes risques? Je pense que je suis sur la bonne table ronde avec la blockchain. Mais on peut... Je serais venu te rechercher si c'était le cas. Mais pas de problème. C'est peut-être une fausse bonne idée, la blockchain. Alors, peut-être en dehors du fait que le mot est quand même un peu délavé. Après 3 ans, même si on en parle toujours, on est quand même sur les effets de descente de la blockchain et elle commence à être digérée par les institutions calmement, donc peut-être l'assurance, le monde financier, etc. On parlera tout à l'heure sans doute de la sécurité des objets connectés. Alors pourquoi une fausse bonne idée sur la blockchain? Parce qu'on peut peut-être obtenir des effets contraires. Alors il y a des expérimentations qui sont menées qui utiliseraient les capacités. La blockchain, techniquement, elle est compliquée. Peu de gens mettent les doigts dans sa partie cryptographique, mais elle a 2 intérêts. Le premier, c'est d'apporter une transparence vérifiable par tout le monde. C'est la blockchain de type registre. Mais on verra, il y a aussi beaucoup de limites. Ça pourrait s'appliquer au BIM. Voilà, on veut montrer à l'ensemble des acteurs que les changements sont sécurisés, qu'on ne peut pas les modifier, restent intègres. Et le deuxième aspect de la blockchain, c'est sa capacité à être intégrée dans des systèmes hautement autonomes et décentralisés. Mais sur ces 2 points, on sait aujourd'hui qu'il y a des limites. Sur les registres où on veut une transparence absolue, on s'aperçoit que, on peut obtenir un effet contraire. Prenez l'état civil, on en a beaucoup parlé. On va mettre de la blockchain dans l'état civil. On sait qu'aujourd'hui, l'état civil est totalement décentralisé dans les mairies. On y porte des mentions qu'on ne souhaite pas justement
montrait à tous. Et on veut que certains acteurs gardent la main sur certaines de ces données. Donc c'est peut-être compliqué. Alors dans le cas d'un BIM, peut-être. Et sur l'autre aspect, l'aspect autonome d'une blockchain, il faut évidemment parler forcément de Bitcoin. Alors ce n'est pas le sujet ici, mais on peut en parler techniquement, avec une bonne expertise dessus. C'est quand même, si vous voulez, c'est la créature de Frankenstein. En 2009... maintenant, on sait qui est derrière le Bitcoin. On a quand même bien identifié ces deux auteurs. En 2009, ce truc est lancé. Et depuis 2009, on fête les 10 ans, le Bitcoin agglomère des blocs avec des transactions légitimes toutes les 10 minutes sans intervention humaine. Pour fonctionner, il y a besoin de réseau et d'électricité. La seule manière d'arrêter Bitcoin depuis 2009, c'est de couper l'électricité mondiale ou les réseaux. Il n'y a pas d'intervention humaine. Donc attention, on va en parler tout à l'heure, les objets connectés. Vouloir se mettre de la blockchain ou des réseaux autonomes qui font des transactions, remontent des smart data, de la big data, tout ce qu'on veut, de manière totalement décentralisée, sans aucune intervention humaine, il faut y réfléchir à 2 fois. Oui, il y a une innovation qui intéresse les compagnies, c'est autour, par exemple, des objets d'art, de pouvoir en attester l'origine. Donc ça, c'est un sujet qui peut intéresser en cas de vol, en cas de dégradation, d'être certain que, globalement, l'objet appartenait bien à et que c'est bien identifié, authentifié, etc. Et puis derrière, j'ai presque une indemnisation automatique. Ça peut être les 2 sujets qui intéressent. L'indemnisation ? Complètement. On pourrait imaginer, on revient sur l'aspect de la première partie, le registre qui donne la possibilité technique à tout le monde de le vérifier de manière transparente. Donc collaboration, ensemble des acteurs, chacun télécharge la partie du logiciel qui va vous permettre de vérifier les transactions, les indemnisations, les sinistres. Donc il y a des... Mais ça n'est pas quand même le gros de la blockchain aujourd'hui sur la planète. Le gros de la blockchain, la finance, ça reste quand même dans la partie financière, en dehors des cryptocurrencies. Des crypto-monnaies, c'est en 2017, on dit qu'il y a eu plus d'ICO, Einer Coin Offer, que de VC, Venture Capital, en 2017, levés par des mécanismes de blockchain. Mais on peut quand même envisager des expérimentations où on vient donner les moyens à l'ensemble des acteurs de pouvoir vérifier de manière autonome l'ensemble des transactions. Mais c'est le seul apport réel technique. Il n'y a pas de révolution, me semble-t-il, à attendre de ce côté-là. On est presque dans un monde de science-fiction. On parle de BIM, on parle de loi ESSOC avec de l'innovation, on parle de blockchain. J'aimerais bien entendre maintenant un homme de droit. Parce qu'il y a quand même un choc entre et François-Xavier l'évoquait en introduction, entre le monde de la construction, ou en tout cas de la vie dans un bâtiment, et puis la technologie. Juste, Étienne, quelques instants pour vous présenter. Vous êtes du cabinet Ferral-Schul, de Maître Ferral-Schul. Oui, bonjour. J'ai entendu tout à l'heure que la maison connectée, c'était pour rentrer dans un environnement confortable. Alors moi, je fais du droit du logiciel, du droit de l'informatique, et autant vous dire que quand je suis là pour confronter mon expérience à des professionnels de la construction ou de l'assurance, je ne suis pas dans ma zone de confort. Mais bon, nous avons une thématique qui s'appelle convergence, donc on est là aussi pour faire converger nos expériences. Moi, ce qui m'a frappé, et ça a déjà été effleuré, et je ne ferai que redonder, je m'en excuse, mais quand on a préparé cette table ronde, moi qui viens donc, qui ai une culture des industriels de l'informatique et du logiciel, c'est la grande différence de chronologie, de temporalité entre l'industrie de la construction et l'industrie de l'informatique, évidemment. On en fait tous l'expérience quotidienne, on le voit bien. Une technologie logicielle, une technologie informatique, même matérielle, elle va avoir, on va dire, 3 ans de vie devant elle, grosso modo. Regardez, si vous l'avez toujours, l'iPhone dans votre poche il y a 4 ans, il est considérablement plus limité en fonctionnalité que celui qui va sortir demain et qui va être annoncé par Apple. Donc, des technologies on est avec des acteurs, une industrie qui programme de manière consciente ou inconsciente, d'ailleurs, volontaire ou involontaire, l'obsolescence. Et évidemment, quand on est dans un bâtiment,
Je ne sais pas depuis quand date le très beau bâtiment dans lequel je suis rentré tout à l'heure pour participer à cette conférence. Il a peut-être plusieurs siècles derrière lui. Il y a forcément un choc sur les durées d'usage. Il y a une autre industrie, et vous l'avez évoqué, me semble-t-il, qui a déjà connu ça, qui est l'industrie aéronautique. Mais les avions volent depuis plusieurs décennies avec des logiciels. Donc c'est une industrie, peut-être aussi parce que c'était un duopole Boeing-Airbus, qui est rentré dans un schéma économique industriel de conception de ces logiciels extrêmement robustes et extrêmement pérennes pour qu'évidemment on puisse assurer la sécurité des personnes et la maintenabilité de ces logiciels sur la durée d'exploitation d'un appareil qui peut être extrêmement longue. Il va bien falloir, si on veut qu'il n'y ait pas ce phénomène de répulsion des utilisateurs que vous avez évoqué aux bâtiments connectés, que l'industrie du logiciel et l'industrie du bâtiment se parlent pour mettre à l'intérieur de ces bâtiments des technologies qui résistent au temps. Et ça, c'est un vrai défi, mais pour les deux industries. C'est un vrai défi, me semble-t-il, pour l'industrie de la construction. C'est un défi pour l'industrie de l'informatique qui ne fonctionne pas sur ce modèle industriel et ce modèle économique. L'autre réflexion que je me suis faite aussi rapidement en préparant nos travaux, c'est qu'il me semble que l'industrie du bâtiment, de la construction, c'est un monde de normes. Où vous avez des DTU, je crois, vous avez des normes qui permettent de préciser ce qu'est un état de l'art et ce qu'on veut voir intégré dans un bâtiment. Les normes, il n'y a pas ça dans l'industrie du logiciel. Et d'ailleurs, moi, en tant que praticien, en tant qu'avocat dans l'industrie de l'informatique, parfois, je m'en plains. J'aimerais pouvoir dire à un juge, ou j'aimerais pouvoir écrire dans un contrat, le logiciel qui est commandé par le client, il doit être conforme à telle norme. Et puis, fin de l'histoire. Or, dans l'industrie du logiciel, on n'a pas ça. Donc, ça a deux conséquences. Ça a une conséquence pour celui qui acquiert la technologie de devoir spécifier de manière précise et même laborieuse son besoin. Qu'est-ce que doit faire la technologie intelligente que je vais intégrer dans mon bâtiment ? Je ne peux pas, malheureusement, me référer à un état de l'art normalisé et exprimé qui me permet facilement de passer ma commande, si j'ose dire. Donc une nécessité de mettre sur le papier son expression de besoin technique et fonctionnelle extrêmement laborieuse et compliquée, auquel il va falloir peut-être s'astreindre, parce que si on ne s'y astreint pas, on va rentrer dans l'écueil que à mon avis, je disais plus haut, qui est de dire qu'il y a des chances que les capteurs qu'on intègre dans le bâtiment ne fassent pas ce qu'on se croyait qu'ils allaient faire et ne résistent pas au temps. Puisque tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des chances que pendant 10 ans, ça ne marche pas. C'est pas qu'il y a des chances que pendant 10 ans, ça ne marche pas. On est sûr que ça ne marchera pas pendant 10 ans, en réalité. Et ça me permet d'arriver à la conclusion du point que je voulais faire. C'est que l'industrie informatique et l'usage d'une technologie logicielle ou informatique, c'est forcément pensé nécessairement avec un mainteneur. Ça ne sert à rien d'acheter une technologie logicielle, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour l'intégrer à des bâtiments si je ne suis pas capable de dire qui va me maintenir pour la durée d'usage prévisible qui est longue sur le bâtiment. Et ça, je suis béotien de vos industries, donc je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas, dans l'industrie logicielle, ça se passe comme ça. Ceux qui achètent du logiciel se demandent combien de temps ils vont trouver des gens capables de le maintenir. Il va falloir se poser les mêmes questions pour la construction. François-Xavier, vous voulez réagir ? La maintenance et la cybersécurité de ce logiciel, parce que c'est très lié souvent. Je ne voulais pas anticiper sur la suite. Les mises à jour, en fait. C'est-à-dire, il faut maintenant voir un bâtiment comme un smartphone. On ne connaît pas les services que ce bâtiment délivrera dans 5 ans, par exemple. Donc quand on dit qu'il faut que le maître d'ouvrage définisse ce qu'il veut de son bâtiment, il n'est pas voyant. On n'en a aucune idée. Donc on a essayé de tourner autour de ça en disant, premièrement, il faut distinguer l'immobilier du mobilier. C'est-à-dire la tablette qu'il va y avoir sur la table de nuit d'une chambre d'hôtel, c'est du mobilier. Et donc là, on est sur des durées de vie, effectivement, de quelques mois, des fois quelques années, mais ça ne peut pas être couvert comme les murs de l'hôtel, quoi.
Et le deuxième sujet sur lequel on a énormément travaillé, on en parlera tout à l'heure, mais je déflore un tout petit peu pour répondre à ta question, c'est la notion de, je parle très mal anglais, hein, ready to service. C'est-à-dire, on ne fait pas un bâtiment pour une liste de services qu'on a déjà définie, on fait un bâtiment pour les services futurs. Et donc l'enjeu du maître d'ouvrage et de l'assureur qui va s'intéresser à ce bâtiment, c'est de définir qu'est-ce qu'on met en place pour que ce bâtiment évolue correctement. Et donc on va parler de réseau. Alors effectivement c'est un énorme lien avec l'informatique, mais là on sera plus dans le réseau informatique. Donc du réseau informatique, qu'il soit filaire ou sans fil, on sait le faire et on sait le stabiliser. Donc on va définir où doit aller ce réseau, dans quelle partie du bâtiment doit aller ce réseau, est-ce qu'il est relié à Internet, comment, et effectivement, pour rebondir, qui le gère ce réseau. C'est-à-dire que le risque associé à ce bâtiment va maintenant être lié au réseau informatique. Donc on a des nouveaux métiers qui apparaissent. Il n'y a jamais eu de DSI dans le bâtiment, hein. C'est inconcevable. Aujourd'hui, il y a des DSI, il y a des opérateurs de services smart. Donc c'est peut-être ça qui répondrait aux besoins. Il y a des métiers qui évoluent, puis il y a des nouveaux métiers. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est l'AMO smart, l'intégrateur smart et l'opérateur de services smart qui, dès le début du projet, va être pressenti pour gérer la bonne tenue dans le temps de ce bâtiment. On le voit, il y a de formidables espoirs d'améliorer la prévention. Néanmoins, une émergence quand même de certains risques. Est-ce qu'on peut engager quelques recommandations, peut-être, Albert? Et après, j'irai chercher Grégory également sur ces sujets-là. Qu'est-ce que l'on peut recommander, peut-être aux législateurs, peut-être aux constructeurs ou les acteurs du bâtiment, peut-être également aux assureurs, quoi. Hein, et à toute la chaîne d'indemnisation. Alors, plus de sinistres? Oui, non, parce que je ne m'attendais pas à la question. Sur ce que peut apporter le monde connecté à la prévention de la sinistralité, la prévention de la sinistralité, elle peut se pratiquer à deux niveaux. Elle peut se pratiquer en amont lors de la souscription d'un risque, où on va étudier le risque en s'appuyant sur des dispositions réglementaires, sur des recommandations diverses externes ou internes à l'assureur, mais elle peut également se pratiquer en aval en tirant les enseignements des causes et circonstances d'un sinistre, c'est-à-dire en faisant du retour d'expérience sinistre. Et sur l'intérêt d'un bâtiment connecté, c'est surtout plutôt sur ce second point, à savoir le retour d'expérience sinistre, que l'analyse de la donnée va être intéressante. En effet, aujourd'hui, on considère que cette exploitation de la donnée n'est pas faite d'une manière suffisante ou suffisamment satisfaisante. Et pour faire aujourd'hui ces analyses de données, ces données, on peut aller les chercher de deux façons. Soit en exploitant les données qui sont issues de nos systèmes d'information, sachant que sur les causes et circonstances du sinistre, aujourd'hui, on a très peu d'informations. Généralement, les informations que nous avons sur nos systèmes d'information sont les informations qui sont levées lors de la visite d'un risque. Donc on aura l'information sur la surface du bâtiment, sur la nature des matériaux, sur le type d'activité de l'entreprise, mais on n'aura aucune information pour expliquer ou pour dire ou pour faire une prédiction sur le type de sinistre qui va pouvoir se produire par rapport à cette activité. Et ce point-là, cette donnée-là, on peut éventuellement l'obtenir soit à l'aide de techniques digitales, aller rechercher des informations sur les rapports d'expertise, soit en utilisant justement des données qui pourraient être issues des retours d'informations des capteurs qui seraient installés sur les bâtiments connectés. Alors aujourd'hui, de dire quelle technique est plus intéressante l'une par rapport à l'autre, sachant qu'elles sont toutes les deux, aujourd'hui on a
pas forcément de cas concrets à expliquer, donc on est vraiment sur de la prospective. Et si on devait donner un avis, je ne pense pas qu'il faille prioriser plus une solution par rapport à l'autre, mais dire que ces deux solutions sont complémentaires. À partir du moment où on fait de l'analyse sur des retours d'expérience sinistre, des fois, on peut penser à une hypothèse plutôt par rapport à une autre, et où le fait de pouvoir disposer de deux sources d'information va permettre justement de prioriser une hypothèse par rapport à une autre. Oui, là, ce qu'on voit, c'est notamment le travail sur les rapports d'expertise, puisque ça peut relier. Il y a ce que fait l'AQC, il y a ce que les compagnies peuvent mettre en œuvre. Et puis, on peut espérer aussi quand même la montée du nombre de données qu'on pourra connecter avec ces capteurs petit à petit. Donc, on devrait aller plutôt vers une amélioration. Grégory, sur l'amélioration des risques, qu'est-ce qui est peut-être à l'œuvre côté SMA et qu'est-ce qui est proposé ? Déjà, j'espère qu'il y aura toujours au moins quelques sinistres, parce que sinon, il y aura plus besoin d'assureurs et donc plus besoin d'experts. Mais je pense que pour l'instant, malgré tout, on est solidaire. Notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse éviter un peu les sinistres bêtes et qu'on soit effectivement dans des sinistres liés à l'aléa ou liés effectivement aux évolutions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à plus avoir de sinistres sur un périmètre donné, on risque quand même d'avoir des sinistres sur les innovations ou sur différents changements qui n'ont pas été anticipés. Les points d'attention que l'on a autour de la sinistralité, ils sont de nature. Déjà, c'est qu'on couvre quelque chose qui est mouvant, comme ça a été dit. On couvre les risques d'impropriété à destination d'un bâtiment, et donc quand des industriels ou des étrangers, des assureurs étrangers viennent me voir et me demandent qu'est-ce que vous couvrez exactement avec l'assurance construction en France, ma réponse c'est ça dépend. Ça dépend de l'évolution de la jurisprudence, ça dépend de plein de choses, et le périmètre effectivement est déjà en tant que tel est flou. Donc un des points d'attention que l'on a, c'est tout ce qui est évolution de la jurisprudence, et notamment une jurisprudence récente sur les éléments d'équipement surexistants qui a bougé significativement les lignes et nous a amené à nous reposer un petit peu le cadre le cadre juridique de l'assurance construction en France. Et un des points en lien avec le bâtiment connecté, et c'est par là que je fais le lien, c'est évidemment c'est de nature à apporter des solutions, des manières de surveiller. Donc on a dit avec le BIM, ça peut permettre en phase synthèse d'identifier les conflits, d'identifier quand les réservations ne sont pas au bon endroit, etc. Ça permet dans la vie du bâtiment de pouvoir mesurer des déformations, des anomalies et donc de détecter des problèmes, mais c'est effectivement aussi des nouveaux risques. On l'a dit, le fait que le système ne marche pas, que la tablette dont on est censé servir pour fermer les volets, ça peut plus, elle remplit plus son objectif. Et donc, un des sujets qui ressort, c'est de se poser la question du rôle et de la responsabilisation des fabricants et des industriels. Parce que de par le fonctionnement actuel du droit français, c'est toujours celui qui installe qui est responsable. Et donc celui qui installe, il ne maîtrise pas toujours la qualité des produits qu'il installe ou justement l'interaction entre les différents objets. Donc ça, c'est un des sujets importants que pose pour moi le bâtiment connecté aujourd'hui. Mais il y a aussi ce qui a été dit, la vie du bâtiment, c'est-à-dire celui qui va utiliser le bâtiment, qu'il ait conscience qu'il a besoin d'avoir une forme d'entretien, de maintenance. Et il a aussi du coup un rôle dans les risques, dans la prévention. Alors là, je citais l'article 68 de la loi Elan. Alors pour les non-spécialistes de la loi Elan, l'article 68, c'est celui qui oblige dans les zones argileuses à faire des études de sol avant de construire des maisons. Et parce que il y avait des gens, alors, en le sachant ou sans le savoir, qui du coup, pour limiter le coût de la construction, ne faisaient pas d'études de sol alors qu'il y avait un risque que la maison ne tienne pas. Et donc ça, c'est effectivement, voilà. Donc donc il y a une nouvelle obligation d'études de sol, et c'est de prendre en compte ces paramètres-là, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens aient conscience des conséquences de leur choix et puissent prendre leur choix en compte, et donc soient responsabilisés. Et puis bon, après, ce qui a été dit sur la transition numérique, ça a déjà été dit, on a des techniques qui permettent de réduire les risques, mais il y a aussi de nouveaux risques qui apparaissent.
Interruption de votre discours. Merci de retourner à votre place. Hacking en cours. Convergence est actuellement victime d'un hacking. Fin des discours ennuyeux. Place au rire. C'est un coup monté. Play jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Ah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. It's on the floor. Open the door. Wrong voice command. Error. Hey, William. With a rock. Open door. Open door. Higher. Higher volume. Higher. Ouais, c'est un hacker sympa, quoi, qui est venu nous rendre visite. Merci. Allez, on avance sur la... Puisqu'on parle de risques, et les nouveaux risques. Albert, il nous reste encore 15-20 minutes sur cet atelier pour essayer d'avancer sur des recommandations, des solutions. Alors, comme ça a déjà été évoqué, le problème avec les objets connectés, ça reste la protection des données. Et aujourd'hui, l'installation et l'usage des objets connectés ne sont pas encore suffisamment encadrés au niveau réglementaire. Ça a été évoqué tout à l'heure. Et notamment, il y a encore de nombreuses questions qui restent posées sur le statut des données, sur le lieu d'hébergement des données. Une chose aussi qui est très importante, on parlait de capteurs et on peut bien sûr mettre des capteurs partout. Et c'est le jour où on veut réduire au silence ces puces. C'est comment faire. Une chose aussi qui est importante, c'est ces capteurs, c'est quand même un petit peu rempli d'électronique. Et dans le monde développement durable dans lequel nous vivons, on produit des objets électroniques et on en produit de plus en plus. Donc c'est aussi un point à avoir en tête. Si on focalise un peu plus sur la maquette numérique dont on a parlé aussi tout à l'heure, un problème qui se pose, c'est bien sûr quelle est la propriété intellectuelle de la maquette de numérique par rapport notamment aux droits d'auteur, par rapport aux données qui vont avoir un caractère personnel. Et enfin, c'est toujours avec la maquette numérique, sur la répartition des responsabilités. Notamment, on a vu que pas mal de personnes contribuent à l'élaboration des métiers nouveaux, et des métiers nouveaux comme le BIM manager. Mais dans les maquettes numériques, on va aussi utiliser des logiciels, on va utiliser des prestataires informatiques. Et le jour où un problème se posera, je pense qu'il sera difficile d'aller faire la répartition de responsabilités. Déjà, qui est responsable? Et voilà, c'est toutes les questions qui peuvent encore se poser aujourd'hui. Grégory? Alors oui, il y a de nouveaux... Sur les risques cyber, là, qu'on vient de passer le micro. Pourquoi ? Parce que toutes les entreprises utilisent de plus en plus de données, elles utilisent de plus en plus d'ordinateurs, d'objets connectés ou non, et il y a une collaboration, une connectivité beaucoup plus forte. Donc ça fait à la fois beaucoup plus de surface d'attaque pour les hackers, beaucoup plus de risques pour l'entreprise si elle est hackée. Quand elle utilise qu'un peu l'informatique, elle perd ses données, c'est pas grave, elle a tout en papier à côté, donc elle survit. Là, c'est plus le cas. Et puis, de plus en plus de risques de propagation de ces attaques. On l'a vu il y a quelque temps avec
avec des gros ransomware de type WannaCry, Petya, NotPetya, qui permettaient avec un seul virus de toucher d'un coup un grand nombre de sociétés, et avec des conséquences en milliards et en centaines de millions pour juste certaines sociétés. Donc c'est de la slide de publicité, hein, mais en gros les deux types de risques, c'est les risques pour les entreprises elles-mêmes. Donc elles prennent elles peuvent s'assurer contre les cyber-risques, donc sur les conséquences pour elles d'une perte de données, donc les frais de reconstitution de ces données, les frais de notification si jamais il y a de la perte de données personnelles. Mais dans le monde de la construction, dans le monde du BTP, il y a un cas particulier, c'est le chantier. Et on l'a dit effectivement avec le BIM, il y a un environnement où il y a plein d'acteurs qui travaillent ensemble, avec des délais aussi raccourcis, un objectif de livraison à telle date. Et un des sujets qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe si la maquette numérique est plantée, s'il y a des virus à l'intérieur, si elle ne marche plus. Et aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs, c'est ce qu'évoquait Michel tout à l'heure, on commençait à vouloir gérer ça par le côté responsabilité. On va définir par des conventions qui est responsable de quoi, et puis du coup, ça va bien se passer. Sauf que bon, quand il y a des problèmes, il y a des problèmes. Il peut toujours y en avoir, même quand on sait bien qui doit faire quoi. Et donc notre objectif, c'était d'essayer de mettre en place un cadre pour essayer d'éviter que justement chacun cherche à se renvoyer la balle ou à relire la convention pour voir qui est vraiment responsable. Et donc sur le même principe que ce qui s'appelle la touriste chantier, si jamais il y a un incendie sur le chantier, on a mis en place une touriste chantier cyber qui permet de couvrir les conséquences d'une cyberattaque, donc qui assure automatiquement l'ensemble des intervenants du chantier en cas de cyberattaque, avec pour objectif de redémarrer au plus vite le chantier et de couvrir les conséquences pécuniaires de cette attaque. Et on pense aussi que du coup c'est de nature à faciliter cette transition numérique, ce décalage qui peut exister entre le monde du logiciel et le monde du BTP, et du coup vous essayez de faire en sorte que de plus en plus d'acteurs aillent vers le BIM, parce que c'est effectivement indéniable que c'est la trajectoire, hein, et que c'est ce qui va se passer de plus en plus dans le monde de la construction. Et là, pour illustrer, c'était effectivement c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on couvre à la fois les données numériques du chantier, la plateforme d'échange, donc l'endroit où se passent tous les échanges de documents, que ce soit sur ces données, mais aussi sur tous les documents contractuels ou de fonctionnement. Et puis la maquette numérique, hein, qu'il ne faut pas oublier, quand on parle du BIM, on réduit souvent à la maquette numérique, mais en fait, c'est tout un ensemble qui est beaucoup plus large que la maquette numérique. Et puis les problèmes, ça peut être soit des cyberattaques, mais aussi une erreur humaine. Hein. Désolé Robert, j'ai tout effacé, il n'y a plus de maquette, là, je me suis trompé. Ou les pannes, notamment s'il y a des choses qui plantent dans les mises à jour, s'il y a Internet qui ne marche plus, c'est comment on fait pour continuer à travailler, et ça peut concerner l'ensemble des acteurs du chantier. Donc, vraiment, l'assureur a toute sa place dans la dimension de prévention, et notamment en pouvant proposer ce type de réponse et de solution, quoi. Oui, on est là pour couvrir des risques. Donc nous, on ne crée pas les risques. Hein, c'est les évolutions actuelles que l'on a, et on est là. Notre objectif, notre raison d'être en tant qu'assureur, c'est de pouvoir permettre à nos clients de prendre des risques ou de les couvrir pour les risques qui existent. Et donc c'est effectivement cette logique-là que l'on a développée, leur permettre d'aller sans crainte sur des chantiers intégrant la maquette numérique, sachant qu'ils peuvent être protégés et ils peuvent chercher à exercer leur métier normalement, et après effectivement, comme ça a été dit, voir comment on peut se servir de ces données-là pour identifier des pistes pour réduire les risques. Reste quand même la question des responsabilités, Étienne, parce qu'on connaît la garantie décennale pour un constructeur, mais un fabricant ou un installateur d'objets connectés, donc en fait dans cet univers-là, qui est assuré pourquoi, enfin qui est responsable pourquoi? Alors je ne vais pas avoir la prétention de répondre à cette question-là en 30 secondes, parce que quand on réfléchit un peu sur le sujet, même une minute, on s'aperçoit que la rencontre des mondes de l'informatique et de la construction en termes de responsabilité et de garantie, ça va être des cas d'école. On peut mobiliser à peu près toutes les garanties et toutes les responsabilités que le droit de la vente ou le droit du contrat d'entreprise connaissent. Donc que ce soit la garantie de conformité, que ce soit la garantie des vices cachés, que ce soit
la responsabilité du fait du produit défectueux, la garantie biennale et décennale. Finalement, quand un objet connecté dysfonctionne, on va pouvoir invoquer en fonction des circonstances, en fonction de qui on a devant soi, en fonction des délais de prescription, j'allais dire quasiment l'une quelconque de ces garanties. Parce que si je mets d'un côté les défaillances purement matérielles, où là on va se dire il suffit peut-être de remplacer l'équipement qui vient de griller par un nouvel équipement, là où on va plutôt avoir en face de soi des défaillances logicielles, on sera toujours à se poser, quelle que soit finalement la garantie qu'on va mobiliser, la même question, c'est de savoir si cette défaillance fait que le bien acquis n'est plus conforme à l'usage auquel on l'avait destiné, ou devient impropre à sa destination, ce qui est l'un des critères de reconnaissance, notamment de la garantie décennale, je crois. En préparant cette intervention, j'ai trouvé une jurisprudence. Elle ressort assez facilement. Il y en a peut-être d'autres sur le cas où une partie avait demandé l'application de la garantie décennale. Domotique rendait l'ouvrage principal impropre à sa destination. Maintenant, quand je vois la vidéo que vous avez projetée en tout début de table ronde, on nous dit que le bâtiment allait vivre 24 heures sur 24. Si à la suite d'un bug, il arrête de vivre et que vous ne pouvez plus allumer le chauffage, vous ne pouvez plus rentrer chez vous, ou un service s'arrête, il y a assez peu de doute que ça va rendre impropre à sa destination le bâtiment, me semble-t-il, et que donc cette garantie classique et connue qu'est la décennale pourra être certainement mobilisée. Alors, on a vu aussi qu'il y avait des acteurs nouveaux. Est-ce qu'ils ont leur responsabilité? Le BIM manager, par exemple, est-ce qu'on peut aller le chercher sur une erreur? On peut aller le chercher dans le cadre d'une décennale? Sur des prestations de services pures, j'allais dire de consulting, d'intelligence, de conception, ça me paraît compliqué. À partir du moment où on ne va pas avoir la fourniture d'un bien d'équipement qui va être installé dans l'ouvrage. Ça dépend effectivement de sa mission. S'il a ce qu'on a évoqué tout à l'heure, un début de mission de synthèse, c'est-à-dire que s'il est chargé, à partir de la maquette numérique, de détecter des conflits potentiels sur le bâtiment, il devient constructeur à part entière et donc peut voir sa responsabilité civile de toute façon de manière générale, mais en l'occurrence décennale, invoqué, parce que à ce moment-là, il aura le rôle de constructeur. C'est vraiment une mission qui a une importance dans l'acte de construire du bâtiment. S'il se contente d'héberger un FTP d'échange de documents, là non. Là, voilà, ici, la responsabilité civile toujours, mais décennale, non. Là, on pourra difficilement considérer que les jurisprudences seront intéressantes à suivre en la matière. De ces missions. Et puis, mais la jurisprudence, c'est la même chose. C'est-à-dire sur la domotique, ça dépend de l'usage qui est fait de la domotique. S'il y a une installation domotique dans le bâtiment, mais que le bâtiment fonctionne très bien sans, c'est la position de la Cour de cassation. Si ça empêche d'ouvrir la porte, c'est ce qu'on a dit. Et on a effectivement des cas de cyberattaques qui ont posé des vrais problèmes sur les sécurités des bâtiments. Il y a alors des exemples qui ressortent un peu. C'est le cas d'un hôtel en Autriche qui utilisait des cartes donc pour rentrer. Et puis ils se sont fait hacker en plein milieu de l'été toutes leurs portes, et donc l'hôtel a été contacté, les gens ne pouvaient plus rentrer dans leur chambre, tout est débloqué, donc ils avaient le choix entre démonter les portes ou payer le hacker pour qu'il repermette aux gens de rentrer dans les portes. Et puis il y a un bailleur social dont on parlait tout à l'heure, là, qui justement sont proactifs dans le développement, qui m'a dit qu'une fois en banlieue parisienne, ils s'étaient fait hacker leur chaudière. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui avait pris contrôle de la chaudière, qui avait mis le chauffage à fond dans le bâtiment. Et puis ça avait duré 2 jours, et puis après ça s'est arrêté tout seul. Ils n'avaient même pas vraiment eu le temps d'aller jusqu'au bout. Depuis, ils ont mis à jour les logiciels de chaudière, etc., pour renforcer la sécurité. Mais il y a effectivement un vrai enjeu. Et puis du coup, est-ce que ça devient un motif d'impropriété à destination ou pas, d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre le contrôle de la chaudière et de changer la température dans le bâtiment? Ça fait partie effectivement des questions qui se posent. Pour celles et ceux qui connaissent le siège d'Ixi, c'est vrai que la clim, elle ne marche pas toujours, Bruno, mais est-ce que nous serions peut-être sous la main d'un hacker? Oui.
Alors, puisqu'on parle de sécurité, on en est où même dans les niveaux de sécurité des objets connectés? Si vous avez en tête la petite vidéo de 2018, c'est vrai que Sébastien Gioria, qui intervient l'année dernière, il dit l'objet connecté n'a pas été conçu pour la sécurité, il a été conçu pour capter de la donnée et l'échanger, quoi. On en est où? Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'il y a des sujets? Alors là, sur l'exemple dont on vient de parler, un hôtel, on s'en sort à peu près bien. Après, sur des bâtiments comme les hôpitaux, voilà, c'est pas hier, hein, il y a un ancien verre, mais peut-être certains l'ont encore en mémoire, qui s'appelait Conficker, qui doit encore traîner dans quelques ordinateurs. Et l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, notre organe national, considère que Conficker, aux alentours de 2010, a été sans doute dans des hôpitaux parisiens létal. Alors, il ne s'agissait pas de domotique à proprement parler, d'ouverture et de fermeture de portes. On était sur des équipements, c'était sur des équipements médicaux à proprement parler, mais c'est la même chose. On n'est pas dans les capteurs, on n'a pas de domotique, on est vraiment dans ce que l'ANSSI appelle les SCADA, les systèmes de supervision. Donc, la sécurité du monde industriel, les ouvertures de vannes, etc. Je vous invite, vous avez trois films que vous pouvez regarder un peu sur le hacking, mais surtout celui qui est à gauche, Zero Days, si vous voulez le voir, c'est les prémices de la cyberguerre entre les nations, un très très beau reportage fait par des journalistes à Washington. Puis après, vous avez ce que vous avez peut-être déjà vu avec des plus classiques. Pour revenir sur cette question, peut-être deux choses. La particularité de la cybersécurité des objets connectés, même si vous en avez parlé. Et puis la deuxième, c'est de vous donner quand même quelques espoirs. Parce qu'on peut dire que les techniques, si vous voulez, techniquement, le hacking prend ses fondamentaux à peu près il y a 22 ans, avec l'article du hacker Aleph One, qui sont des techniques qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Tout appareil, si vous voulez, on parle de puces, d'ordinateur, c'est la même chose, c'est un processeur. À partir du moment où vous avez quelque chose qui exécute du code, eh bien, il y a la possibilité d'exploiter des erreurs. En fait, ce sont 99% des attaques, c'est de l'exploitation de failles, de choses qui ne sont pas sécurisées dans du code. La particularité peut-être des objets connectés, vous en avez parlé, c'est leur difficulté de mise à jour. Alors, ils sont quand même connectés, vous l'avez dit, ils continuent à remonter des données, qu'elles soient smart, big, tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas les mettre à jour. La plupart des capteurs aujourd'hui ont des difficultés de mise à jour parce que parfois ce code n'est pas un logiciel à proprement parler, ça va être un firmware, un micro-logiciel, donc ça va être quelque chose qui va être embarqué dans du matériel, hard-codé, et donc ça va être, pour certains capteurs, impossible à mettre à jour. Si la faille est dans le capteur, eh ben vous êtes parti pour 10 ans. Donc là, on multiplie les cas connus. Ça a démarré avec le transport en Hollande, les cartes Oyster qui étaient nativement faillibles et qui ont été exploitées. Là, la question de l'installateur, la ville, ça devait être Amsterdam. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change le système ou on vit avec ces failles, etc. Donc c'est les questions auxquelles on va être confronté. Et puis vous dire rapidement, pour aller vite, quand même un espoir. Voilà, on parle de cyberattaque. On peut avoir l'impression, quand on n'est pas capable de discerner ce qui se passe, que tout est hackable, etc. Non. Vous l'avez dit, il n'y a pas de normes aujourd'hui. C'est vrai, il n'y a pas de normes. Il existe des bonnes pratiques très avancées en matière de développement logiciel sécurisé. Il n'y a pas de normes comme on peut le voir, comme on va le voir tout à l'heure dans la qualité d'objets, etc., en matière de sécurité pure, il existe des normes sur les parties organisationnelles. Mais en technique de développement, il n'y a pas de normes aujourd'hui existantes, mais il y a des savoir-faire. Il faut que vous sachiez trois choses. Aujourd'hui, la carte à puce, telle qu'elle a été inventée d'ailleurs par la France, CP8, etc., enfin, on va reparler de cette histoire, est capable, parce qu'elle bénéficie d'une R&D, de tests, d'une sécurité native, par conception, by design, par un savoir-faire, du temps et beaucoup d'argent, d'une sécurité qui a été mise à l'épreuve très durablement. On sait faire aujourd'hui une carte à puce avec une puce sécurisée, dont il est très difficile, peut-être pour certains États qui s'en donnent les moyens, d'accéder à la clé privée. Par exemple, vous n'avez aucun cas aujourd'hui sur une carte SIM connue, depuis quand même beaucoup d'années, de prise de la clé symétrique qui est mise dans toutes les clés, dans toutes les cartes SIM. Deuxième exemple, je l'ai cité rapidement, le Bitcoin. Le Bitcoin,
depuis 2009, agglomère un bloc toutes les 10 minutes. Il y a eu 2 tentatives frauduleuses de ce qu'on appelle de double spend, qui est la seule attaque possible sur le Bitcoin, c'est-à-dire quelqu'un essaye de dépenser 2 fois son Bitcoin au même moment dans un même bloc. Ces 2 tentatives ont été automatiquement écartées. Alors, pourquoi ? Le Bitcoin, c'est 280 000 lignes de code. C'est tout petit. Windows, c'est plus de 16 millions de lignes de code. C'est l'enfer. 3e exemple, quand vous mettez les moyens, il existe des normes industrielles, il existe des pratiques de développement, ce qu'on appelle les méthodes formelles de l'injection par flow, etc. Un exemple, la ligne 14. Le métro de la ligne 14 fonctionne de manière autonome, il peut y avoir des interventions humaines d'urgence, etc. Mais le système fonctionne, il a été développé avec le langage D, qui est un langage à preuve formelle, compilé sur des compilateurs eux-mêmes testés pour éviter un certain nombre de failles. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'études en amont. Alors on en est très loin encore pour le bâtiment, je vais m'arrêter là, mais tout espoir absolument possible, ça va être une question de moyens. Est-ce qu'on achète un capteur dont on ne sait rien de ses composants internes, ou est-ce qu'on va vers des qualifications? Je terminerai par ça, c'est pas la pub, mais cet organe, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, propose des labels de qualification. C'est très cher. Une grande qualification, c'est minimum 150 000 € pour un produit. Ça va durer 9 mois. On peut aller jusqu'à des niveaux L4+, sur des normes européennes, etc. Beaucoup de tests, mais il y a quand même l'espoir d'aller vers ça. Évidemment, beaucoup d'attaques auront lieu d'ici là. De fait, sur les pertes de données, peut-être, Étienne, la responsabilité en cas de perte de données. Alors, il faut voir que la législation que nous avons vue... Alors, on a déjà esquissé le fait que parfois, un hacking ou une fuite de données sur un bâtiment intelligent pouvait générer des dommages et engager des responsabilités. Ça, je dirais que c'est un effet ricochet du hacking ou de la perte de données. Aujourd'hui... en Europe et en France, vous avez tous entendu parler du RGPD, puisque j'ai entendu l'acronyme cité tout à l'heure dans le rappel de vos travaux de l'année dernière. La législation s'intéresse uniquement à la protection des données personnelles. Donc, s'il y a une fuite de données qui va vous mettre dans la nature l'historique de l'hygrométrie ou de la température dans votre logement sur les 10 dernières années, tant pis. Ça ne sera pas très grave. Là où il y a un périmètre législatif, c'est uniquement sur les données personnelles, donc qui se rattachent à un individu. Alors moi je prends l'exemple trivial parce que c'est celui que j'ai sous la main et que je connais et que je pratique tous les jours. Quand vous rentrez dans votre logement, votre centrale d'alarme, elle va dire Étienne est rentré à telle heure. Si c'est votre fils, il va aussi mettre à quelle heure il est rentré, etc., etc. Ça c'est de la donnée personnelle qui va pouvoir être hackée. Alors aujourd'hui, qui est le responsable si jamais il y a une fuite de données? Là, on rentre dans des cas d'espèces qui vont être certainement complexes. Déjà, il n'y a pas forcément un responsable. Moi, si je suis le seul à utiliser cette centrale d'alarme, les données sont hackées, tant pis pour moi. Je n'ai pas forcément quelqu'un qui va répondre de cette responsabilité. Si j'ai derrière cette centrale un télémainteneur, quelqu'un qui va héberger toutes ces données-là, et c'est lui qui est hacké, il va effectivement voir sa responsabilité potentiellement engagée, sachant qu'aujourd'hui, les sanctions sont encore, je dirais, trop peu nombreuses pour qu'on puisse dégager des statistiques économiques sur les sanctions qui peuvent être prononcées typiquement par la CNIL ou un régulateur similaire à la CNIL, lorsqu'il y a une fuite de données personnelles. Depuis qu'on est obligé de déclarer à la CNIL des fuites de données personnelles, il y en a eu plus de 10 000 qui ont été déclarées à la CNIL donc depuis l'entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018. Donc finalement, la CNIL, elle est submergée par l'information comme quoi il y a des fuites de données. Ça, c'était pas compliqué à prévoir. Pour autant, il n'y a pas eu énormément de sanctions de la CNIL. C'est pas chaque fuite de données notifiée à la CNIL ne donne pas lieu à une sanction de la CNIL, heureusement, sinon on n'en finirait pas. Puis toutes n'ont pas de vraie gravité pour les droits et les libertés individuelles. Donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, au début de l'année, Google, alors c'était pas des fuites de données, c'était de l'exploitation illicite de données, a été condamné par la CNIL à 50 millions d'euros d'amende.
Récemment, cet été, Facebook a été condamné par la FTC, donc l'organe américain de protection des consommateurs, à 5 milliards, si je ne dis pas de bêtises, d'amende. Ça vous donne quand même un peu... C'est l'Amérique, hein, tout est plus gros en Amérique. Hein. Ça vous donne un peu la marge d'appréciation. Plus raisonnablement, les sanctions de la CNIL en France tournent autour de 50 150 000 euros en cas de sanction. François-Xavier, peut-être le mot de la fin avec je dirais, le prolongement de ce que Benoît évoquait tout à l'heure sur l'enjeu de certification et peut-être la place de l'assureur là-dedans. Comment vous le décririez ? Je pense que l'assureur s'engagera si les règles du jeu sont claires, en fait. Et on a défini plusieurs niveaux. Alors, il y a évidemment le niveau de la donnée que j'ai un peu exclu ici, mais RGPD est déjà un énorme avantage par rapport à d'autres pays. En Europe, on a quand même bien travaillé, on a un cadre, donc on peut travailler dessus. C'est à plusieurs niveaux. Alors, je ne veux pas vous assommer avec plein de labels, etc., mais il existe déjà pas mal d'initiatives sur ces sujets. Ça a été dit, c'est très compliqué, très cher de certifier des objets connectés, mais il va bien falloir passer par là. Hein. On a une étude récente où, je crois, sur 12 serrures connectées, il y en avait 9 qui étaient en Bluetooth 1, 2, 3, 4 et je ne pouvais pas le changer. Autant dire que c'était une passoire. Alors c'est un peu dommage pour une serrure connectée. C'est pas très gênant si c'est un thermostat, si c'est une serrure, c'est dommage. Donc il va bien falloir à un moment, alors j'ai mis objet connecté, BOS c'est le Building Operating System, donc là on voit bien qu'on converge entre le bâtiment et l'informatique, on parle maintenant de Building Operating System, il faudra le certifier, et globalement toutes les solutions, tous les logiciels qui sont aujourd'hui dans le monde du bâtiment devront avoir un niveau de certification. Alors là où on a énormément travaillé, ça c'est les travaux de la SBA, c'est sur le bâtiment. Aujourd'hui, on a toute une démarche qui permet de certifier dès la conception la capacité à être prêt pour les services de demain d'un bâtiment. Donc ça s'appelle R2S, j'en parlais tout à l'heure. Ça a été repris dans HQE, ça a été repris par... C'est la fin de la table ronde, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un outil pour les assureurs pour dire, nous, on peut aller loin dans la couverture des risques liés à la cybersécurité ou tout simplement à la défaillance des services de ce bâtiment s'il a été conçu dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, il y a la technologie, il y a la définition des services, il y a la gouvernance des données, il y a le management de projet, il y a tout un ensemble de choses qui ont été définies. C'est maintenant, il y a déjà des bâtiments R2S en France tertiaires. Et on l'a décliné pour le logement collectif, donc ça va venir. Dernier niveau, celui qui me paraissait le plus important, donc je ne veux pas que tu le zappes, Yann, c'est le dernier niveau, les prestataires en fait. C'est-à-dire que maintenant on a des objets, des solutions, des bâtiments connectés, ça a été dit à plusieurs reprises. Si les prestataires, par exemple si la personne qui vient gérer votre alarme chez vous n'est pas de confiance, mes données elles vont vite partir ou je ne sais pas comment elles vont être exploitées. Et comme on a dit en préambule de la table ronde que l'enjeu de confiance était déterminant pour le développement du marché du smart building, on a travaillé avec l'AFNOR, donc c'est des gens relativement sérieux qui nous ont fait énormément réfléchir sur ce qu'on attendait d'un prestataire smart building en termes de déontologie, en termes de méthode, en termes de formation. Vous l'avez dit, le monde du bâtiment il évolue, c'est de l'ordre de l'année, l'informatique évolue, c'est de l'ordre de la seconde. Donc quelqu'un qui est formé en 2005 à la domotique et qui ne s'est pas formé au fil du temps, il n'est pas de confiance. Voilà un critère qui nous paraît intéressant. Et donc on a déjà aujourd'hui une 50aine de prestataires en France qui sont certifiés par l'AFNOR sur ces sujets-là. Si j'ai ces 3 niveaux de confiance, j'ai plus de chances d'avoir un marché qui se développe sereinement. Je vous propose 20 minutes de pause avec d'abord un énorme applaudissement pour le travail réalisé et pour ces éclairages qui, je l'espère, vont vous donner envie de nous retrouver pour la deuxième table ronde. Rendez-vous dans 20 minutes. À tout de suite.